Emmanuel Berle, je voudrais qu'aujourd'hui vous nous parliez d'un autre écrivain que vous avez bien connu, Jean Cocteau. Oui, c'est pas la même chose du tout, n'est-ce pas? Proust a joué un très grand rôle dans ma vie intellectuelle. Jean a été pour moi un ami. Je l'ai beaucoup admiré quand j'étais jeune. Je l'ai beaucoup aimé quand il habitait ma maison et que j'allais le voir tous les jours en revenant du marché. N'est-ce pas? Je l'ai connu très jeune. Quand vous parlez de Madame de Noailles, quand vous parlez de Cocteau, quand vous parlez de Proust, il semble toujours que la conversation de tous ces écrivains fut éblouissante. Il me semble que C'est c'est qu'elle quelque l'était. chose. Et il y a quelque chose là qui a quand même disparu. Il y a des grands écrivains aujourd'hui que j'admire infiniment, Sartre, Camus ou Monterland, qui, semble-t-il, réservent tout ce qu'ils ont à exprimer pour la littérature écrite. Ça Et a ce n'est toujours existé, n'est-ce pas? Mais ce qui est vrai, n'est-ce pas, c'est que dans le Paris d'avant-guerre, la conversation jouait un très grand rôle. Il y a eu un ami de mon oncle, Alfred Berle, qui était aussi un ami de André Berthelot, qui s'appelait Marcel Théo. C'était un causeur éblouissant. Et pour l'en récompenser, on l'avait mis bibliothécaire au Sénat, il était entendu qu'on devait l'entretenir, et il vivait comme ça très bien. Et Cocteau avait une conversation comme ça Alors, éblouissante. mais il y avait même, enfin, une œuvre d'art dans la, Oui, parce que oui. il y avait des anecdotes que il répétait, qu'il mettait au point, et puis quand c'était bien au point, alors il les répétait sans y changer un mot. En quelque sorte, quand il était fatigué, il faisait tourner le disque qu'il avait d'abord fait graver, n'est-ce pas? Mais je crois que quand je l'ai connu, et qu'il était en effet chez Anna de Noailles, il était vraiment soucieux de sa conversation, comme on peut être soucieux de sa littérature. Euh, il a toujours parlé de poésie, vous savez, il disait poésie critique, poésie roman, mais là, il y avait une poésie de conversation. Maintenant, il y a aussi des gens qui n'avaient pas de conversation et qui étaient de très grands hommes. J'ai pas vu beaucoup Claudel, mais enfin, je ne me rappelle pas que la conversation de Claudel fût éblouissante, et je ne crois pas qu'il désirait qu'elle le fût. Alors, Gide non plus ne désirait pas du tout. D'abord, le mot éblouissant l'aurait irrité. C'était une fonction sociale. Ça répondait à l'existence de milieux déterminés. Vous savez, Marie Duclos m'avait dit que Byron avait été célèbre en une matinée. Mais il avait été célèbre en une matinée parce que c'était un temps et un lieu où la célébrité, ça voulait dire 500 personnes. C'est comme la publication de la nouvelle Héloïse. Rousseau est devenu illustre parce que 30 femmes du monde l'avaient lu. Alors de nos jours, c'est plus tout à fait la même chose. Et certainement, la conversation a perdu de son importance. Et puis, on s'éloigne de plus en plus du temps où les duchesses faisaient nommer les préfets, et où justement, si on avait eu un mot heureux à un dîner ou dans un salon, on en était récompensé par, en tout cas, mettons, qu'on vous mettait secrétaire d'ambassade. Alors, il y a un autre personnage dont je voulais vous parler et qui a joué un rôle, je crois, alors beaucoup plus important dans votre vie, peut-être un rôle comparable à celui de Proust, c'est Drieux-La Rochelle. On ne peut pas comparer ces rôles, parce que j'ai tout de même abordé Proust comme un maître. J'étais là comme un élève. Drieux, au contraire, a été, à certains égards, mon meilleur ami. J'ai vécu avec. Je me suis brouillé avec lui, mais ma brouille avec Drieux n'a aucun rapport avec ma brouille avec Proust. D'abord, euh, je me suis brouillé avec lui pour des motifs que je n'ai pas connus. Je les ai surtout connus après sa mort. Et puis, il y avait des motifs, alors que j'avais connus, qui étaient les dissentiments politiques, etc. D'abord, il était très plaisant à voir, n'est-ce pas? La première fois que je l'ai vu, c'était avant la guerre. C'était un espèce de petit adolescent un peu étriqué, dans des vestons un peu trop petits, et très timide. Et puis, je l'ai retrouvé quand il est venu me chercher alors à Bétouzet, avec Jean Boyer, et qui m'a attrapé. Il m'a dit que j'étais en train de faire l'imbécile, qu'il fallait tout de même rentrer à Paris. Qu'est-ce que vous voulez dire faire l'imbécile? Faire l'imbécile, c'était rester comme ça à la campagne en dehors de tout,
ne sachant même pas ce que c'était que le surréalisme, ne suivant aucune exposition de tableaux, m'occupant des mystiques espagnols ou des choses comme ça. Enfin, il trouvait que je devais tout de même rentrer dans le siècle. Alors, il est arrivé, au contraire, en merveilleux jeune dandy, extrêmement bien habillé, très plaisant à voir, avec l'élégance qui lui était propre, qui tenait à ses épaules en porte-manteau et à sa maigreur. Tous les vestons lui allaient. Et il était extrêmement soucieux de son habillement, de ses chaussures, de ses chaussettes. Alors, déjà, on est sensible finalement au physique des gens. Et puis, il venait d'écrire Interrogation. Il était jeune poète, tout à fait en vue, et dont on espérait les plus grandes œuvres. Et lui-même a toujours visé très haut, n'est-ce pas? Il n'avait aucune espèce de modestie dans ses projets. Il en avait beaucoup dans sa personne, mais il voulait des choses très grandes. Il voulait être, mettons, Chateaubriand si tout marchait mal. Alors il m'a beaucoup impressionné. C'est lui qui m'a donc réintroduit à Paris et j'ai discuté avec lui de tout et du reste. J'ai passé avec lui un été entier à Guétari. C'est l'été où j'ai écrit Méditation sur l'amour défunt. Je l'ai suivi dans les méandres de ses aventures sentimentales. Je suis même intervenu, comme il l'a raconté dans Drôle de voyage. On s'est lu tout ce qu'on écrivait. Il m'a expliqué que je faisais trop de fautes d'orthographe. Moi, je lui ai expliqué que ses livres étaient ni faits ni à faire. Enfin, on s'est dit toutes les choses désagréables qu'un écrivain peut dire à un autre écrivain et un ami à un autre ami. Et les rapports avec lui étaient toujours très charmants, parce que toujours incertains, n'est-ce pas? Drieux ne vous quittait pas. Tout à coup, il s'évaporait. Au milieu d'une chaussée, il disparaissait, on ne savait pas comment, et puis on ne le voyait plus. Et puis tout à coup, il disait ben, je crois qu'on s'est suffisamment parlé, puis c'était fini. Et puis alors après, il vous téléphonait, il revenait, et avec cette énorme inquiétude de l'esprit qui était grande chez lui, et le souci d'art qui était très profond. Il voulait faire une œuvre d'art, ce qui m'étonnait toujours, parce que moi, j'ai jamais eu l'idée de faire une œuvre d'art. Mais lui, il se situait déjà dans l'esprit entre tel grand romancier anglais et tel grand romancier russe, n'est-ce pas? Et même des romanciers français. Alors, il a passé par toutes les opinions. C'était toujours assez difficile à le suivre, parce que il n'aimait pas tellement la netteté dans les idées. Il aimait bien que ça s'évapore un peu, que ça se devienne un peu nébuleux, une espèce de théorie générale du racisme, une théorie générale de l'histoire, qu'il ne mettait pas au point, mais qui n'avait pas non plus envie de mettre au point. Mais déjà le racisme à cette époque-là? Ah oui, il nous a embêtés, Auric et moi, avec l'histoire des dolichocéphales blonds et des brachycéphales bruns, qu'on n'en pouvait plus. Là, on lui a dit maintenant, la prochaine fois que tu nous parles d'un brachycéphale, on te casse la gueule. À travers toutes les erreurs de fait qu'il a multipliées, il y avait un élan de l'esprit vers l'avenir qui était quand même assez juste et qui tombait quand même, en fin de compte, sur quelque chose, seulement quelque chose de très flou, parce que il ne savait pas bien si c'était le socialisme, le communisme ou le fascisme. D'ailleurs, il expliquait un peu que tout ça c'était la même chose, puis il n'était pas non plus tout à fait détaché du christianisme. Alors, il y avait une bouillie. Mais il y avait une prophétie. Disons, une prophétie nietzschéenne du malheur dans lequel allait tomber l'Europe. Et une espèce d'amour de l'Europe, qu'il a d'ailleurs exprimé dans Genève ou Moscou, l'Europe. Alors, toujours le vague, on ne sait pas très bien ce qu'il entendait par Europe, parce que il s'occupait des Allemands, mais il ne savait pas l'allemand, il n'a pas du tout lu la littérature allemande. Ce qu'il était, c'était très anglophile et très anglais. Il savait très bien l'anglais, il lisait à peu près toute la littérature anglaise,
Et il y avait une espèce de notion de péril, n'est-ce pas, que tout allait crouler. Vous savez, dans tout ce que vous me dites là, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que il y a quand même quelques traits qui peuvent, je ne dis pas du tout annoncer le fascisme, mais l'expliquer au moins après coup. Décadence, recherche d'une fraternité d'armes, prophétie dans une bouillie, tout ça, c'est des pierres d'attente pour quelque chose qui peut très bien devenir le fascisme. Ben, n'est-ce pas, ça l'est devenu dans une certaine instance. Et en un autre sens, ça ne l'est pas non plus devenu, parce qu'il n'y a qu'à consulter son journal, puisque à la fin de son journal intime, il met « Je ne peux plus écrire un mot sans que mon communisme ne transparaisse ». Alors c'est tout de même une drôle de fin pour un fasciste. Et puis, il y avait l'obsession d'Aragon chez Drieux, n'est-ce pas? Ça a été sa grande admiration littéraire a été Aragon. Il s'est considéré comme en dette avec Aragon à raison du talent qu'Aragon manifestait. C'était d'ailleurs même assez beau. C'est aussi, il y avait chez Drieux une générosité naturelle que je n'ai presque pu rencontrer. J'ai été impressionné par l'exubérance de la joie de Drieux quand il a lu Les Conquérants. Il se tapait les cuisses et disait « Ah, le petit copain !» N'est-ce pas? Et la même joie, il l'avait eue en lisant Le Libertinage d'Aragon. Il a vraiment le désir que d'autres gens, comme lui, écrivent de bons livres. Et il constatait naturellement le plus souvent que ce désir n'était pas exaucé. Mais ça, c'est une autre affaire. Vous avez parlé tout à l'heure de 2 suicides manqués. Qu'est-ce que c'était que ces suicides de Drieux-La Rochelle? Eh ben, il a fait 2 tentatives de suicide qui ont avorté. Mais juste avant sa mort? Oui. Ah oui, c'est ça, je croyais que c'était... Sa mort n'a réussi qu'à son 3e coup. Alors malgré tout, j'aurais dû le trouver. Je sais bien que c'était très difficile à cette époque, qui était l'époque de la Libération, on n'avait pas beaucoup de contacts, ni beaucoup de moyens de transport. Je ne savais pas où il était, et je n'ai pas pu arriver à le joindre. Mais je l'avais préparé des cachettes en Corrèze. On a tous cru qu'on s'occupait de lui, puis en fond, on ne s'en est pas occupé. Et bien sûr, il y avait un fond suicidaire chez Drieux, dont on a assez parlé, qui est depuis le début, que d'ailleurs il explique lui-même dans Récits secrets. Mais je crois qu'il était récupérable avec un tout petit peu d'amitié. Et que ce petit peu d'amitié lui a fait défaut. Vous parliez des femmes autour de Drieux-La Rochelle. Dans ses livres, dans Gilles par exemple, il se présente quand même plutôt comme un séducteur. Et vous avez parlé, ou enfin son héros du moins, apparaît plutôt comme un séducteur. Et vous avez parlé d'amour malheureuse. C'est-à-dire que Drieux était en effet un séducteur, en ce sens que peu de femmes lui résistaient. Je pourrais dire que j'en ai même pas vu qui lui résistaient. Seulement, elle le décevait toujours. Il disait toujours, bon, c'est tu as raté une fois de plus. La femme n'était elle-même pas non plus tellement sûre d'avoir eu raison, si vous voulez. Tout ça finissait assez mal. D'ailleurs, ça, il n'y a qu'à lire ses livres, et même à consulter sa biographie, qui fut très séducteur, c'est certain. Parce qu'il y avait un grand charme, un grand désir des femmes, un grand besoin d'être aimé, et par ailleurs une misogynie épouvantable, qui a été un des éléments de son suicide, parce que c'est certain que Drieux ne pouvait pas vivre complètement entouré de femmes sans hommes.